Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e podcast des Crazy Druides, un spécial Noël bien évidemment. On ne pouvait pas faire autrement que de vous offrir notre bonne humeur pendant 58 minutes, 1h, 1h10, 1h15, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, enfin jusqu'à ce que mort s'en suive. Et autour de la table, ils sont là tout d'abord notre grand druide Fred Darville. Bonjour Fred. Salut Magicos. Gilles Roligny, le sage, l'homme de culture, le puits de science, notre quizman. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. À côté de vous, Gilles, Michael Ross, un magicien nantais bien connu. Il suffit de lui donner un sopalin et vous fait un tour de magie. Bonjour à tous. Bonjour Michael. Olivier Savino, un ami des druides, un crazy druide. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Et Adrien Magic Art, il est parmi nous aussi aujourd'hui. Vous le connaissez déjà. Bonjour Adrien. Salut tout le monde. Voilà, ils sont là avec vous pour parler magie et on a un autre invité, un invité surprise. Il est là, c'est le coup de fil à un ami, il est avec nous, Jean-Fred Durati. Bonjour Jean-Fred. Bonjour les amis, bonjour à tous. Et on va évoquer avec vous plein de choses. On va évoquer le tour qu'on aimerait offrir à un copain magicien. On va évoquer les boîtes de magie. Est-ce qu'il faut en offrir aux enfants à Noël? Il faut-il les mettre au pied du sapin? On va parler évidemment de notre actu et on va parler de magie avec vous pendant ces 58, 1h, 1h10. On n'ira pas jusqu'à 6h, je vous rassure. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec nos invités. Les actus des druides, et on va en parler peut-être très rapidement avec Jean-Fred Durati, puisqu'il sera notre invité à Nantes le 13 janvier prochain pour une conférence talk, enregistrement de podcast, bref, la totale, une après-midi avec vous Jean-Fred. J'avais une question à vous poser pour rentrer directement dans le vif du sujet. Vous pratiquez la magie depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous donne encore la niaque de créer des tours de magie, d'aller faire des conférences, alors que vous pourriez profiter gentiment de la retraite des petits-enfants, des enfants autour de vous? Ben ça, c'est tout à fait inexplicable, mais c'est plus fort que moi, voyez-vous. Dès C'est que magique. je me réveille le matin, je pense à magie, je tripote des accessoires de magie, je cherche C'est ça, des... il faut préciser ce que vous tripotez, Jean-Fred. Hein. Attention, c'est Oui, important. absolument, mais c'est le mot qui convient. Et c'est inexplicable, Et ça- cette envie, elle est là de manière... Elle a commencé à quel âge, Jean-Fred? Eh ben, j'ai commencé vers 8-10 ans à m'intéresser à la magie parce que j'avais un grand-père et un oncle qui faisaient des petits tours de table à la fin des repas. Et ça m'a énormément plu, j'étais fasciné, j'avais envie de les imiter. Et j'ai cherché par tous les moyens à trouver des explications, des secrets. Et c'est dans les journaux pour enfants que j'ai trouvé mes premiers secrets de magie. Mmh. Donc vous, c'est pas la boîte de magie qui vous a révélé le magicien, c'est les journaux pour enfants, style Pif Gadget, le journal de Mickey, c'est ça? Ça n'existait pas à l'époque. Moi, c'était... Qu'est-ce que il y c'était? a 60 C'était plus quoi de les journaux 60. alors? C'était quoi les journaux de l'époque, Fred? Jean-Fred? Les journaux de l'époque, c'était le journal de Mickey, l'Épatant, Vaillant, Ouais, Vaillant, ouais. des journaux que vous n'avez peut-être pas connus. Oh, ça fait partie de l'histoire de la préhistoire, j'ai envie de dire. Excusez-moi, Jean-Fred, c'est pas pour vous que je dis ça. Non, Des c'est préhistoires journaux. de la presse jeunesse, hein, et pas la préhistoire de Jean-Fred Durati. Qu'est-ce qu'on... Et alors, dans ces journaux, il y avait souvent un article parlant de prestidigitation. C'était des petits tours très simples, hein, très faciles, mais moi, ça me convenait bien et je les collectais. Et je me suis constitué un petit répertoire quand j'avais 10-12 ans. Et puis ensuite, je suis allé chez les marchands de farce et attrape. ah oui, C'est là qu'on c'est trouvait pas les des marchands de tours. trucs. Et il n'y avait pas de marchand de trucs. Je vivais en province, il n'y avait pas de marchand de trucs dans mon environnement. Donc, c'était chez les marchands de farce et attrape que je trouvais
On des va, petits tours. on va pas Voilà. tout raconter parce qu'il faut en laisser pour ceux qui viendront vous écouter lors du talk et de la conférence le 13 janvier, le 13 janvier prochain. Oui. Quand on a préparé ensemble et qu'on en a discuté avec nos druides, avec Gilles, avec Fred, vous disiez que vous arriviez avec des nouveautés. Ça veut dire que donc la conférence que vous avez peut-être fait il y a 3, 4, 5 ans, elle est différente de celle. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette conférence pour donner un petit peu envie à nos auditeurs et à ceux et celles qui auraient envie de venir de participer à ce rendez-vous du mois de janvier? Oui, vous savez, j'ai une bonne expérience des conférences puisque j'en fais depuis 1975. Alors, j'ai fait mes premières conférences, c'était des conférences concernant la scène, la magie générale, la magie comique. Puis après, je suis passé au close-up. Et là, aujourd'hui, le 13 Janvier. janvier, c'est une conférence de cartes magiques que je vous présenterai. Pratiquement que des tours de cartes magie, mais très variés et avec des nouveautés dans la mesure où on peut faire des nouveautés, où on peut créer des nouveautés en cartes magie. Mmh. Voilà, ben écoutez, en tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche et on vous retrouvera le 13 janvier prochain. Les druides autour de la table, une question à Jean-Fred, une remarque, quelque chose Gilles, chausse le casque. Vas-y, Gilles. Oui, Jean-Fred, j'avais une question à te demander. En fin de compte, tu as édité et écrit combien de livres dans ta carrière? Oh, une vingtaine, Ouais, c'est ça, hein. oui. Et tu les as tous encore? Ah, j'en ai au moins un exemplaire de ma bibliothèque, mais les, Pourquoi, Gilles, tu veux les racheter? Non, mais musées, j'en ai un certain nombre déjà, donc, mais j'en ai pas 20, donc il doit m'en manquer. Mais ce que je peux dire quand même aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que Jean-Fred, sous ses allures très sérieuses, parce que quand on le voit, il fait très sérieux, est un bout en train. Et Ça s'entend, hein, ouais, ouais. ça s'entend à la voix. Lors du talk show, je raconterai 2-3 petites anecdotes le concernant où vous n'allez pas être déçus. Bon, très bien. Autour de la table, d'autres questions, remarques, Olivier, Fred, Mickaël, Je peux Adrien? commencer, oui, par rapport au livre, parce que ceux qui ont été informés que vous veniez au mois de janvier ont sans doute, pour certains en tout cas, été vers votre site pour voir un peu vos bouquins. Et là, grosse déception, parce qu'il y en a plein qui sont épuisés. Donc c'est très frustrant. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des projets en cours de réédition certains titres, ce qui est quand même assez réjouissant. Est-ce que lors de cet événement là, du 13 janvier, on aura le plaisir de voir certains titres qui étaient jusqu'alors épuisés ressurgir? Écoutez, j'ai cédé les droits à un célèbre marchand de trucs qui s'en occupe. Donc c'est dans les Super. tuyaux, comme on dit. Plus pour l'instant. Vous n'en savez pas plus pour l'instant, c'est dans les tuyaux. En tout cas, merci beaucoup Jean-Fred Durati de nous avoir permis d'échanger un petit peu avec vous dans ce podcast de Noël. C'est un peu notre cadeau à nos auditeurs, mais il y en aura plein d'autres. Il y a surtout notre bonne humeur aussi et votre bonne humeur qu'on pourra partager le 13 janvier prochain à Nantes. Et oui, c'est pas à Paris. On va pouvoir en discuter d'ailleurs parce que ça a fait l'objet. On nous a dit, je peux vous le livrer comme ça, Jean-Fred. Certains nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça à Paris quand même? Enfin, c'est quand même le centre du monde. Eh ben non, on fait ça à Nantes. D'abord parce qu'il y a du bon muscadet, parce qu'il y a des gens sympathiques et parce qu'il y aura Jean-Fred Durati. Merci Jean-Fred, on vous souhaite de belles fêtes de Noël en famille, des fêtes de Noël magiques, on vous l'espère aussi. Merci à vous tous. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, Jean-Fred Durati qui était un peu notre premier, hein, les amis. C'est quand même la première personne. Bon, on a eu quand même Peter, mais on avait du mal à l'entendre parce que la communication était mauvaise. Mais c'est quand même notre premier invité surprise qu'on a réussi à avoir au téléphone. On avait laissé le suspense, on avait déjà essayé de l'avoir au téléphone. Oui, on a déjà essayé de l'avoir au téléphone. Mais en fait, on lui avait pas dit qu'on allait l'appeler, donc il n'était pas là. Adrien. On a même essayé d'avoir des gens dont on n'avait pas le numéro de téléphone. Oui, ça c'était pour Armand Porcel. On est magicien, donc normalement on aurait dû. Mais bon, c'est ça, ça n'a pas marché. Mais rien ne fonctionnait de manière formidable. Les actus magiques, qu'est-ce que vous avez vécu de votre côté? Fred, les Crazy Druides ont commencé leur activité. Hein, si on veut devenir Crazy Druide, on peut cotiser parce que c'est devenu une association. Oui. Et il y a eu les premiers ateliers.
Il y a eu le premier atelier qui a été fait par Maxime, Ouais. donc sur une application numérique en particulier. Il a fait un super boulot qui s'est concrétisé ensuite par un PDF ultra complet. Donc pour ceux qui débutaient dans ce domaine-là, c'était génial. Vachement bien présenté. Donc on n'a même pas eu le temps d'épuiser le sujet lors d'une séance. Donc on fera un deuxième épisode. Un dont la deuxième date sera annoncée atelier, bientôt. puisque c'est ça un petit peu là, aussi le concept des Crazy Druids, c'est un club où on se retrouve de manière informelle une fois par mois dans un bar pour faire de la magie. Alors en fait, maintenant ça va être Dans une maison des une associations. fois par mois de Ouais. manière formelle et Ouais. fixe. C'est ça. Avec tout l'équipement qu'il faut dans une super maison de quartier dont on va pouvoir parler. Et puis, autant qu'on veut, dans les bars, parce que l'ADN des Crazy Druids, c'est aussi la magie de bar, décontractée, voilà, dans cette C'est ambiance-là. Donc, Et- on aura ces et ces puis- deux approches. Et puis les ateliers qui viendront Ouais, voilà, ponctuer tout ça. Gilles, une actu. Alors, je suppose que vous faites partie de ces magiciens. D'ailleurs, vous avez des petits yeux. Vous rentrez de close-up. Oui, On je est suis le- rentré dans on la est- nuit. La grande nuit de Noël. On est le 21 décembre. Tous les magiciens sont épuisés. Ils font 3 à 6 galas par jour. Bah, j'ai eu 3 heures de sommeil là cette nuit, mais Cette bon, nuit. Bah, c'est Bon, pas grave, on va se reposer. Là, ça se termine la Ça, saison. ça se termine. Il a fait la fête avec Notre des ami footballeurs. Mickaël, il part Oui. dans un quart d'heure sur Paris. Ah oui, Enfin, ouais. Michael, On n'arrête alors pas. rapproche-toi parce qu'on veut te parler un petit peu. Il y a un sacré écosystème à Nantes. C'est sympa d'être venu parler chez les Crazy Druids. Et en effet, c'est une grosse période pour les magiciens. Ah, ben là, c'est une année assez exceptionnelle pour moi. J'ai une grosse période toute l'année pratiquement, donc là, je suis un peu fatigué. Mais oui, là, je pars tout de suite après. Je pars sur Paris là pour un close-up pour 30 personnes, Ouais. voilà, pour un groupe, une société. Une société, c'est bien. C'est un petit close-up intimiste. C'est pas. Ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien. Ça fait Il y du aura bien pas- de temps en il temps y de aura pas pas un avoir trop de brouhaha, monde. c'est ça. C'est bien aussi. Enfin, moi, j'aime tous les styles de magie. Alors, juste pour les magiciens qui te connaissent pas, parce qu'il y a forcément des magiciens qui te connaissent pas, c'est ce que je disais à Jean-Fred Durati quand je l'ai eu la première fois au téléphone. Je lui disais, je suis désolé, on me parle de vous, on me dit vous êtes formidable, mais en fait, je ne connais pas votre travail, donc j'ai hâte d'être le 13 janvier. Si vous connaissez pas Durati, venez le 13 janvier, vous découvrirez des choses. Et je disais en introduction avec un sopalin, il fait de la magie, mais toute ta magie, elle est là. C'est comment les objets du quotidien peuvent se transformer en grandes illusions presque. C'est ça. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Mais j'adapte ça sur toutes les disciplines de la scène, parce que même en magie générale, là, j'ai offert d'ailleurs à Gilles un numéro que je vais commercialiser prochainement. C'est avec un bout de tube, un bout de chaîne, un cadenas, et on arrive à fabriquer une paire de menottes, une évasion, et voilà. Et en fait, je trouve que c'est plus magique quand le public identifie l'objet qui sert à quelque chose d'autre et comprend et qu'on détourne en fait. Voilà. Puis quelques participations et quelques prix ces dernières années aussi au championnat d'Europe, FIS, Ouais, etc. alors championnat d'Europe, on a eu les points d'un 2e prix européen. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est bien. C'est Ça vrai. aurait pu être mieux, Ça aurait pu mais... être mieux, mais c'était un 2e prix. Et ça place quand même dans le niveau, hein, quand même, hein, parce que il y a de la compète, il y a de la compète quand même. Hein. Oui, après j'aime bien le côté compétition, compétiteur, voilà. Après, je trouve que en vieillissant, c'est difficile de comparer des univers différents à d'autres univers. En fait, c'est très subjectif. Mais en même temps, c'est bien parce que ça vous oblige à aller plus loin. Ça oblige à une certaine exigence. Tiens, je note ça pour notre secrétaire de séance. On pourra justement un jour débattre sur pourquoi un magicien rentre en compétition dans des championnats d'Europe, de France, du monde. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette envie à un moment donné d'aller chercher la compétition voilà, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors, moi, la première fois, la première compétition que j'ai faite, je l'ai fait dans un but bien précis de montrer ma vision, en fait, sans chercher aucune. de prix, de machin, Voilà. c'est je veux montrer ma vision. Voilà, il y a des choses qui se font c'est ça. et on sait que dans les salles de concours, il y a aussi des programmateurs et c'est important. Oui. C'est aussi souvent des fois une des raisons aussi pour lesquelles on est en compétition. Hein. Ouais, c'est plus pour évoquer mes différences que... en fait, la vraie question, pourquoi on va chercher un magicien à l'autre bout du monde, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalence chez lui. C'est ça. Si on a l'équivalence chez lui, on ne le fait pas venir de l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est une démarche intellectuelle qui est intéressante. C'est ce que disait, je crois, Boris dans une de ses conférences. Il disait, Boris Wilde, il disait le fait de dire « je vais chercher le mec avec les baisers »,
fait qu'on est en capacité de lui payer un billet d'avion parce qu'il n'y a que lui qui fait ça avec ses baisers. On va chercher l'homme avec le nez rouge, on va chercher Norbert Ferré parce qu'il y a ça. Et c'est ce qui fait l'identité d'un magicien, on va dire presque international. Oui, alors après, c'est ça qui est assez contradictoire, c'est-à-dire que il existe des écoles où on vous apprend les mêmes choses, finalement. Et je trouve que c'est pas très bon, parce qu'en fait, on demande à un artiste de cultiver ses différences. Et je trouve qu'une école, en fait... Alors après, pour les bases, c'est très bien, tout ça. Mais pour sortir un petit peu du... On le voit avec les écoles coréennes. Hein, quand vous êtes en concours, les écoles coréennes, ils sont tous... Voilà, c'est toujours très beau. Alors, il y a eu la période lente, il va y avoir la période rapide, il y a eu la période close-up. Mais quand on les voit en concours, c'est quasiment des copier-coller. C'est ça. Et celui qui sort, d'ailleurs, c'est celui qui a une toute petite différenciation dans la sensibilité, dans la couleur, etc. etc. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, bah c'est cool, Mickaël. Bon, bonne continuation pour les derniers close-up de l'année. Ça s'arrête quand, là? Tu t'arrêtes quand? J'arrête le 23 au soir. 23 au soir, et après, c'est vacances? 23 au soir jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier. Je prends le 7 janvier. Bon, c'est bien. C'est pas très long. Hein. C'est gentil, en tout cas. C'est gentil d'avoir répondu à notre invitation et d'être passé... c'est avec plaisir. Moi, quand on m'invite, je viens. Dans les Crazy Druides. Olivier, Adrien, vous, des petites actus de votre côté? Particulièrement pas d'actu à part 2-3 prestations en ce qui me concerne, mais pour revenir sur la discussion précédente, effectivement, plutôt que de standardiser la magie, je pense qu'il faut peut-être comparer, je ne sais pas si la comparaison est bonne ou pas, mais même avec des chanteurs qui ont leur voix singulière et qui permettent justement de se distinguer des autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de bons chanteurs. De la même manière, il y a beaucoup de magiciens qui ont du talent, mais certains arrivent à dépasser un certain stade de par leur personnalité, leur singularité. Et effectivement, il existe même des écoles aussi en France dernièrement. Il y en a une sur Paris, l'école des Duviviers complètement. À Paris, mais je ne sais pas si elle permet pour autant de faire sortir des magiciens talentueux, même s'ils ont des bons standards, qu'ils ont je pense que des fondamentaux. C'est ce que disait Mickaël, et puis Gilles nous le redira peut-être derrière, mais il faut apprendre les bases, et à un moment donné, il faut faire son CAP, quoi. Et puis après, on a du talent ou on n'en a pas. Voilà. Oui. L'expérience aidant. Gilles. Je pense qu'ils sont talentueux quand même, parce que Duvivier a quand même il est des connaissances. Il a quand même des connaissances, donc je pense qu'ils ne perdent pas leur temps en étant chez lui. Maintenant, je ne sais pas si en arrivant, puisque c'est un diplôme Bac+2, si j'ai bien compris, c'est ça. Je ne sais pas si en arrivant devant un directeur de théâtre en disant j'ai un diplôme Bac+2, on va l'embaucher pour ça. C'est tout. Mais maintenant, il va ressortir des talentueux, très certainement. Parle bien dans le micro, mon ami Gilles. On parlera peut-être plus tard. Ouais. Je regarde Olivier en même temps, donc c'est l'amour, c'est ça. C'est ça. Tu te perds dans ses yeux bleus, rouge, marron, vert. Plutôt vert. Plutôt vert. Comme le micro. Comme le micro, oui, parce qu'on met les. Et toi, t'as les yeux bleus parce que t'as le micro bleu. Ah oui, c'est ça. Et toi, t'as pas les yeux jaunes, Fred. 2 fois là. Moi, je suis sur le micro jaune. C'est pas bon. Nous, on a les yeux dans le vide. C'est ça. Et Adrien et Mickaël ont les yeux vitreux. Glauques, parce qu'ils n'ont pas de micro en face d'eux. Adrien, toi, un peu d'actu, peut-être Non, pareil, 2-3 prestats, mais pour le même sujet, ouais, je pense que le fait de se diversifier, évidemment, c'est mieux pour bosser à l'international. Après, il faut être soi-même, en fait. Juste ça. Je pense qu'il ne faut pas se créer de personnages, de machin. Il y en a beaucoup qui font ça. Je pense que ça pourrait être aussi un sujet de faire du théâtre, etc. Alors, évidemment, il y a un peu de mise en scène et de théâtre. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Mais il faut quand même se baser sur ce qu'on est vraiment. Et je pense que c'est le mieux, en fait. Les gens le ressentent. Je pense que c'est ce qui nous plaira en plus le plus si on est nous-mêmes. Ouais, et puis, voilà. Et puis, bon, je pense qu'avoir un RNCP pour la profession de magie, il y en a bien pour le théâtre. Je veux dire, quand on sort des écoles de l'ENSAT, etc., on a des diplômes reconnus par l'État. Ça ne veut pas dire que les acteurs qui sortent sont les meilleurs du monde. Ils ont été un peu sélectionnés quand même à la base. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous bosser. Ils vont peut-être même crever la faim. Mais en tout cas, ils ont un diplôme qui est reconnu par l'État. Et quand ils arrivent, c'est idiot à dire, mais quand ils arrivent à Pôle emploi, quand ils arrivent dans une nécessité de pouvoir se reconvertir dans un métier, ils ont un diplôme reconnu par l'État. Et ça, c'est déjà une belle chose. Fred, tu voulais réagir toi aussi sur ce débat c'est typique des n'aurait pas dû c'est que là on déborde. Complètement. On déborde et on adore ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas du tout à l'heure du jour ce sujet-là. Et Patrick nous a tendu la perche. Pourtant il nous connaît. Il n'aurait pas dû. Et du coup moi je vais me réserver. Je vais ajouter un peu de sérieux quand même dans
dans l'émission. Je vais me réserver sur ce sujet-là pour le jour où on en fera un vrai débat, parce qu'il y a beaucoup à dire, on pourrait y passer 2 heures. Exactement, on pourrait y passer 2 heures. Donc Allez. pour revenir à mon actu, parce que du Ah coup, oui, moi, j'ai ton pas actu, répondu c'est sur le vrai, sujet. c'est vrai. Donc moi j'ai Toi, plus des projets que des actus. Ouais. En ce moment, l'actu c'est Noël qui arrive, on va en profiter, puis on verra C'est ça. après. Quoi. C'est ça, exactement. Et ça papote, et ça papote. Allez, on fait une petite virgule et puis on passe au quiz Agilou. Ça m'énerve. Alors je sais pas si ça m'énerve le quiz, mais en général les questions sont bien sont bien foutues. Alors Gilles, qu'est-ce que allez, on joue ensemble, on marque les points. Je vais essayer de bien les noter cette fois-ci. Alors il y a Adrien, il y a Olivier, il y a Mickaël, il y a Gilles. Non, Gilles il joue pas puisqu'il a les réponses en dessous. Puis vous trichez pas en regardant les réponses. Et puis notre ami Fred et puis moi. Allez, on y va. Première question. Tu parles bien dans le micro, Gilles, pour qu'on t'entende bien. Eh ben, je vais parler dans le micro. Alors, en tant que magicien, on a tous vu l'escamoteur de Jérôme Bosch. Tout le monde connaît. Il y en a même qui l'utilisent dans leur numéro. Je pense à le Victor seul Jérôme Vincent. Bosch que je connais, c'est un tableau c'est 16e. Ah, c'est un tableau, oui, C'est un tableau, Ouais, c'est ça. Tu sais, où Ouais. on voit quelqu'un qui pique la bourse, Ouais. etc., pendant que exactement, le ouais. magicien fait les gobelets. Alors, est-ce que vous savez combien il y en a dans le monde? De quoi? Ce tableau, parce qu'en fin de compte... Il a été copié, c'est ça? Même pas copié. Le même auteur en a fait plusieurs. D'accord. Ben alors, La question. Et où ils sont? c'est pas une question de Noël, Ils sont ça. pas chez moi déjà. Allez, Ouais, vas-y bien. Olivier, mais C'est prends bon. le micro plutôt que Vas-y. de faire des gestes, on ne voit pas à la radio. Oui, c'est vrai qu'avec le micro, Ouais, c'est plus ouais, simple. ouais, la caméra ne marche pas. Je me demande où est-ce que j'ai entendu cette information et je ne sais plus si c'est la bonne. J'aurais tendance à dire 3. Est-ce que c'est pas du Non, tout c'est ça pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc, Bon, alors moi, je vais dire je cinq. mélange je avec donne une la autre réponse, question. on va alors. pas Bon, perdre de alors temps. c'était 3 jocondes en fait, mais Ouais. Les 3 jours qu'on Non, en fait, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont presque Ouais, identiques, question avec piège. une certaine particularité quand même. Il y en a un, alors celui qu'on connaît en France, c'est au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Allez le voir, c'est un super petit tableau. J'ai été le voir une fois. Et puis, j'ai pas vu le deuxième. Le deuxième, il est dans la collection Crespi à Milan. C'est à Milan. Et alors, c'est le même tableau, sauf que le magicien est sous une potence. Ce qui D'accord. donne encore, Jérôme Bosch est quand même réputé pour son côté assez Morbide. morbide. Ouais. Et c'est dans une... Donc, il y en a deux. Mhm. Mais les deux ont été faits par lui, ou du moins par son école. Enfin, du moins, c'est... En tout c'est cas, pas une copie. elles sont attribuées à Jérôme Bosch. Deuxième petite question dans notre quiz. Ah, bah alors je vais essayer de vous en trouver une. Ah, tout le monde a entendu parler de Buatier de Colta. Non. Il commence ses questions par tout le monde a entendu parler. Vous- Comme ça, on vous passe êtes- pour des cons si on n'a pas entendu parler. en Merci, général, on merci, n'a jamais Gilles. entendu parler du dossier. Alors, pour la petite histoire, Buatier de Moi, j'en Colta, c'est celui qui a inventé la disparition de son partenaire dans un fauteuil. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Richard D. Junior qui le faisait, c'était fabuleux. Donc, la partenaire se met dans le fauteuil, on met un drap, on retire le drap Et la personne a disparu. et la personne a disparu. C'est Buatier de Colta qui l'a inventé, puis il avait inventé également un autre tour. Alors là, dont on a perdu apparemment le mode d'emploi et personne ne sait comment il faisait, un dé qui grossissait ou qui diminuait, je ne sais plus. Voilà, c'est Donc, c'est tu ça. viens de donner la réponse On va à ta la- question. on va la- Oui, on va non. Moi, ma question, Qui c'était a inventé Il nous de donne la réponse. connaître l'origine du nom Buatier de Colta. Parce que c'était pas... Ah oui, ça me dit quelque chose. ça. Il est français. Il était français, oui. Euh, Alors, personne Michael Ross. Non, c'est pas toi qui as inventé ça. J'aurais bien voulu. Belle illusion, ça. Alors, je donne la réponse. Oui. quand même. Donc, Putain, c'est du niveau 3 là. hein. Oh, bah non, C'est non, pas non. Joseph quelque chose. non, alors, Buatier était son vrai nom. Il Ouais. s'appelait Buatier. Ouais. Et il a connu un monsieur Colta qui est devenu son impresario. Et D'accord. donc, il a pris Buatier de Colta. Ouais. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils se sont sérieusement engueulés, ils se sont séparés, mais comme il était connu, il s'est débrouillé pour garder le même nom. Donc, Colta faisait la gueule, apparemment, en voyant Buatier de Alors, après, Colta passer. On est dans le monde des magiciens, donc de notre côté, tu m'aurais dit ils se sont pas engueulés, ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur jour et tout s'est Oh bien là passé. Je t'aurais pas cru. Oh, les clichés. Patrick. Tiens, Mickaël, vas-y, prends le micro là. Il paraît que Boitier le Colta, c'est l'inventeur du faux pouce également. Ah, ça, je savais pas, mais c'est possible. C'est possible. il y a- Alors d'où tiens-tu cette source, Mickaël? Alors, j'ai lu ça dans un des livres il y a 99 chances. Alors, c'est un peu discuté quand même, hein,
parce que le faux pouce, c'est quand même une magnifique invention, quand même à reconnaître, mais il y a beaucoup de choses qui laissent penser que c'est Boîtier de Colta qui l'a inventé. Mais la source, je peux pas te la donner comme ça. Il était en cuivre au départ, hein, je crois. Enfin, ouais, il y en a- c'est possible, ouais. Il me semble que c'était en cuivre. Ouais. Ouais. Vous voulez que je fasse un deuxième débat dans le débat Non. Bon, franchement, aujourd'hui, le FP, on n'ose plus l'utiliser parce que c'est tellement connu que les gens se disent bah, je vais pas l'utiliser parce que on va tout de suite savoir que je l'utilise. Non, Olivier, t'as pas l'air d'accord. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Personnellement, j'aime bien encore l'utiliser et pas que pour le tour basique qu'on peut du apprendre foulard, dans etc. les... On peut faire plein de choses avec. dans ça, les c'est petites vrai. boîtes de spécial magie aussi, c'est ça qui est justement... Ça, c'est le débat, là, C'est les le boîtes de débat. magie. Mais notamment, dernièrement, j'ai appris un tour qui s'appelle The Yarn, Ouais. donc la pelote de laine. Et franchement, je trouve que l'utilisation du FP, vous avez pu l'apercevoir, notamment Michael et Gilles, je trouve qu'elle est bien employée Ouais. pour ce tour-là, où il y a un billet emprunté, signé, qui se retrouve perdu au sein d'une pelote de laine. Et l'accessoire, en l'occurrence, le gimmick, le FP est très intéressant. Après, je dis pas qu'il est pas génial et utile. Hein. Je dis qu'on l'a tellement vu, vendu par des petits marchands à la sauvette, etc. qu'on hésite de plus en plus à utiliser parce que tout le monde va comprendre. Mais quand c'est détourné, c'est un outil Vas-y, extraordinaire. Mickaël. Mickaël, prends un micro. Vas-y. Là. En fait, quand son utilisation première est détournée, le public est un peu perdu. Il suffit. Moi, je trouve que ce qui est intéressant pour tromper le public, c'est juste de rajouter un petit détail sur un numéro qu'ils connaissent. Vous rajoutez juste un petit détail et ils comprennent plus. En fait, et ça marche aussi pour le faux pouce. Ça marche aussi pour le faux pouce. Ce que le public a vu du FP, c'est toujours les mêmes effets de base. Donc dès que tu sors le public de cette logique-là, il reconnecte plus au faux pouce. Donc c'est relativement simple. Tu prends juste le truc de Gaëtan Bloom avec la clé. Vas-y, dans le micro. où on sait tous qu'il utilise un FP. Bon, ça c'est pas nouveau, quoi. Mais c'est toujours aussi génial parce que c'est complètement détourné. Bon, vous savez qu'on était au quiz, là, les mecs. Oui, c'est les Crazy Druids, c'est comme ça. Mais Mais d'ailleurs, en parlant du Bon, quiz, merde, attends, est-ce qu'on peut faire un point sur les scores là? Ah Qui bah, est-ce qui mène là? Alors, en fait, comme personne. vous le Je savez, Je sais que tout le monde a 0, mais je pose quand même la question. comme vous le savez, on est à 0 partout parce qu'on ne sait rien en fait. On est des débiles profonds. Bon, les quiz, c'est une petite imposture. Bon, alors, J'expliquerai après pourquoi. Il y a eu 2 questions Je- sur 119. Je pose une dernière question. Allez, une dernière Allez, question dernière. parce que on est sous l'eau nous. Lors d'un podcast précédent, on avait parlé de l'intérêt de la fiche technique, Ouais. hein, qui est particulièrement important. Je pense que Michael va être d'accord avec moi quand J'ai quand pas, on j'ai pas travaille, révisé les fiches techniques. Voilà. Zut. hein. Eh ben, est-ce que vous savez qui a inventé la première fiche technique? Boîtier de Colta. Presque. Bueté. Non, Non. c'est pas lui. Je ne sais pas. fiche technique, Durati. Non, c'est bien plus vieux. C'est bien plus vieux que Durati. Alors, quand tu veux dire fiche technique, tu veux dire pour un Une spectacle de scène. Molière. Oui, Est-ce c'est que ça. c'est Molière par Non. exemple? Parce que moi je vois bien les Non, auteurs quand même qui- pas, quand même pas. Il avait sa troupe, son théâtre, Ouais. donc ça aurait pu être lui, mais non, c'est pas Molière. Non, Donc c'est plutôt 19e. oui. Michael, je sens que Michael a une réponse. Masculine. Non, Non. c'est pas Mascaline. C'est un magicien? C'est un magicien. Ouais. C'est un magicien dont on a quand même pas mal Tellement oublié le nom, correct, alors qu'en fin de compte, on a accusé, enfin certains ont beaucoup accusé Robert Houdin d'avoir honteusement pompé dans Ah, Un mec, oui, oui. un mec, on a oublié le nom. Si, Arthur oui. Non, ouais, mais si, ça y est, je l'ai sur le bout de la Attends, langue. il l'a sur le bout de la langue. Alors ça commence par un P, je vais t'aider. Oui. Oui, dis oui, mais... Bon, après, il y a un I. Oui. Je vais quand même Puis t'aider encore plus. l'italien. Il tire la langue qu'on voit. Sylvain Piranelli, Non. Pinoli, Pinali, Non, merde, pas lui. Pinetti. Pinetti. Voilà. Ah, bien j'étais sûr. pas loin. Bon, alors, j'étais t'as pas un très quart bien. pas de de grosse fierté, point. J'ai un quart de point. J'ai T'as un quart 25. de point. Pinetti, exactement. Oui, Bon, c'est vrai j'en ai que- d'autres, mais on a déjà passé tellement de temps à parler des choses qui Alors doivent pourquoi rien c'est une avoir. imposture le quiz, Mais Fred? parce que vous connaissez peut-être le syndrome Julien Lepers, Ouais. qui a été théorisé en psychologie sociale. En Ah. fait, c'est un principe qui veut que la personne qui pose des questions a l'air plus cultivée que les autres, alors même qu'elle a les réponses. C'est vrai. Il y a un biais, c'est il y a un pas biais faux. cognitif, c'est-à-dire que les gens, tu leur poses la question, est-ce que la personne qui pose des questions a l'air plus cultivée que les autres, et massivement, les gens disent oui, Ouais.
alors que la personne elle a les réponses, tu vois, elle les lit sur une fiche. Et donc c'est un principe qui a été théorisé. Oui, Donc Gilles a l'air plus cultivé, en fait il a les réponses sous les yeux. Mais le seul avantage, c'est que celui qui pose la question se souvient des réponses. Si je te demande maintenant où est le deuxième tableau de Jérôme Bosch, tu vas me dire où? Il est chez Boîtier de Colta. Je m'en souviens très bien. Bon. Il est au musée de Saint-Germain-en-Laye. C'est marrant, je sens qu'on sent le réveillon de Noël là ce soir, aujourd'hui. Ce soir, aujourd'hui. En tout cas, on est bientôt Noël. Bah, justement, ça permet de faire la transition avec notre débat. On s'est dit de quoi on pourrait débattre. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve au pied du sapin chez les jeunes de 6 à 8, 10 ans? C'est la fameuse boîte de magie. Et très souvent, quand vous demandez à des magiciens, d'ailleurs, qui a commencé avec une boîte de magie autour de la table? Levez la main. 1, 2, Moi. Ah oui, on est 3, nombreux. Oui, 4. oui, On est- tous, c'est vrai. on est 4 à Non, il y a avoir... qu'Adrien, t'as Non, pas commencé. t'as pas toi. commencé, toi. Bon, il y a Oui, qu'Adrien. alors, est-ce que Moi, vous c'est souvenez... avec des cassettes vidéo, tu vois. Ouais. C'est le marchand de journaux à l'époque. On se cotisera pour t'en offrir. Ah, c'est la série des Mirouf. On voit qu'il est jeune. C'est la série de Sylvain Mirouf avec laquelle Ouais, t'as c'est la commencé. série Sylvain Mirouf. On n'a pas que des qualités. hein. Ouais, mais c'était une boîte de magie quasiment parce que... Ah non, il y avait des choses très très chouettes dans la série de Sylvain. Et est-ce que Fred, tu te souviens de ta première boîte de magie, toi? Non. Et heureusement d'ailleurs. Non, ce que je veux dire par là, mais on va en discuter, c'est que les boîtes de magie sont de qualité très inégale. Ouais. Donc la question peut pas se réduire à est-ce que c'est bien ou mal les boîtes de magie. Ça dépend des boîtes de magie. Ça dépend des budgets. Là, j'ai fait un tour chez Leclerc Ouais, et juste alors? pour voir justement dans un magasin large public ce qu'il y avait. Bah, le constat, déjà, la première chose que tu vois quand tu arrives dans le rayon, c'est que tu sais qu'il y a des hauteurs. Dans les rayonnages, et c'est pas pour rien qu'on met les boîtes à hauteur des yeux. C'est ce qu'on veut vendre le plus, c'est ce qui est le plus important. Les boîtes de magie sont tout en bas, donc déjà ça démarre mal. Forcément, on espérerait qu'elles seraient un peu plus haut, et elles sont à l'étagère du dessous et celle du dessus. Et ensuite, quand on regarde les boîtes de magie, les prix, ça allait de 18 € à 55 €. Globalement, je pense que ça va de pair avec la qualité. Donc il n'y a pas d'arnaque au niveau du prix, dans le sens où la plus chère semble effectivement mieux au niveau des accessoires, parce que c'est souvent ça qui pose problème. Les moins chers, bon, il faut s'attendre à du plastique à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est mieux quand on met plus cher, mais tout le monde ne peut pas mettre plus cher. Donc le débat, c'est toujours ça. Mais ça peut aussi occasionner des grosses déceptions, et moi, ça a été mon cas, d'avoir une super boîte de magie où on t'annonce, parce que ça dépend de l'argument. Tu as des arguments, ça va être la personne qui est en photo sur la boîte. Par exemple, ça va être Eric Antoine Larry, en ce moment. Et Denis Larry, beaucoup. Voilà, mais le problème, le risque, c'est que si tu mets quelqu'un en photo sur la boîte, il faut qu'il soit connu du jeune public. Or, la boîte Gilles Arthur, qui est tout en bas, il n'est pas sûr que le jeune public aujourd'hui connaisse Gilles Arthur. Donc, c'est pas forcément le plus vendeur. Alors, tu te souviens pas de ta boîte de magie? Tu te souviens pas qu'il y avait... Je me souviens que c'était du plastique, c'était moche, j'étais très déçu. Et tu te souviens pas s'il y avait un magicien connu sur la Non, il boîte? n'y en avait pas. Gilles, Alors moi, ma première boîte de magie, moi qui suis le plus vieux de la bande... c'est Durati qui te l'a offerte. Non, mais il aurait pu. J'avais 7 ans et c'était à Noël. Je me baladais. Enfin, ma mère m'avait emmené à l'époque, c'était le jeudi, m'avait emmené aux Galeries Lafayette voir les jouets. Il n'y avait pas de magasin de jouets à l'époque. Et je suis tombé sur un type qui faisait des démonstrations de magie, qui vendait sa valise. Et j'ai fait le siège de mes parents pour l'avoir à Noël. Et en fin de compte, ce magicien qui faisait la démonstration, c'était Dominique Webb, qui n'était pas connu, mais qui fabriquait qui avait déjà une entreprise où il vendait des valises de magie. Ça s'appelait, moi, ma valise, c'était la magie du docteur Weber. Et là, par contre, c'était époustouflant. Mais pour répondre un petit peu à Fred, quand mes enfants ont été en âge de faire de la magie, ça les intéressait. Ils me suivaient dans un spectacle, donc ils voulaient en faire obligatoirement. J'ai pas acheté de valise de magie. J'ai constitué une valise de magie parce qu'effectivement, dedans, il y a à boire et à manger. Donc, comme j'avais la prétention de m'y connaître quand même un tout petit peu, j'ai trouvé des tours très simples pour les enfants, mais au moins, ils ont pu faire des choses réalisables. On va faire un petit tour d'horizon, mais Fred, Gilles, pour le moment, est-ce que c'est ces boîtes de magie, toi tu dis je m'en souviens pas, est-ce que c'est quand même ces boîtes de magie qui vous ont un petit peu donné le virus et vraiment l'envie d'aller après encore plus loin? Totalement. Oui, moi, totalement. Ça attire Fred, l'attention, oui, forcément. Après, c'est ce que je disais, c'est la qualité des accessoires. C'est quand on te promet sur la boîte, comme ça se fait toujours actuellement, des tours professionnels. Bon, faut arrêter, il faut être un minimum honnête si tu veux. C'est après, vrai, non, certains utilisent professionnellement ces tours. Ouais, pas dans cette version-là. Et puis après, il y a l'argument de la quantité. C'est-à-dire quand tu mets 300 tours de magie professionnels sur la boîte, tu te rends compte qu'en fait, à l'intérieur, tu as 3 anneaux chinois en plastique. Et puis le reste, c'est dans un petit livret imprimé, puis démerde-toi. C'est ça. Mal expliqué. C'est ça, avec donc, très mal ça expliqué. peut occasionner des déceptions, si tu veux, une fois que tu as présenté ça
devant ton entourage, en fonction de la bienveillance de l'entourage. Et ça, on pourra en reparler, parce que j'ai fait des stages pour les enfants qui avaient une famille, franchement, assez déplorable pour déclencher les vocations. Tu peux très vite t'arrêter, finalement. Et ta boîte, tu la mets... Michael, ta première boîte de magie, tu te souviens? C'est ce qui t'a donné le goût, Oui, je m'en rappelle même très très bien. C'était la boîte de Gérard Majax, Passe-Passe. Ah, toi, c'était Majax. Il était avec... il y avait une main avec des dés dessus et l'autre, c'était les balles Excelsior. Et alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai vu un spectacle dans l'école où j'étais quand j'avais 6 ans et demi, et ça m'a... Fasciné. Je suis sorti de la salle en disant c'est ça que je veux faire, en fait. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et en fait, j'ai demandé une première boîte de magie au Noël suivant, on me l'a offerte. J'ai été déçu. Mais vraiment déçu. C'était pas ce que j'avais vu sur scène, le monsieur en paillettes, qui était d'ailleurs un grand magicien de l'époque, puisque c'était Danny Alrex, donc qui avait travaillé à l'international longtemps et franchement qui avait un beau show. Mais il y a même des effets que je me rappelle encore aujourd'hui du spectacle qu'il a fait. Donc c'est assez étonnant. Et celle qui m'a réconcilié avec la magie, en fait, c'est celle de Dominique Webb l'année suivante. Parce que j'ai Donc pas trop... La fameuse Cagile? Non, une autre encore peut-être? Non, il est bien plus jeune. Il est plus jeune. je suis pas beaucoup plus jeune, mais je suis un petit peu plus jeune. Mais celle de Dominique Webb, où il y avait les yeux comme ça, là, les yeux grands ouverts, écarquillés. Je la vois bien, ouais. Mais par contre, cette boîte-là m'a vraiment réconcilié avec la magie. En fait, le vrai départ, il n'est pas... J'adore Gérard, hein, mais le vrai départ, il est avec la boîte de Dominique Webb, en fait, qui était, à mon sens, même encore aujourd'hui, que je trouve encore... qui était très bien faite, vraiment très bien faite. Et la petite histoire fait que j'ai partagé la scène avec mes 2 boîtes de magie 27 ans plus tard à l'Olympia, puisqu'il y avait Gérard Majax qui était avant moi et il y avait Dominique Webb qui était après moi, et moi j'étais au milieu. D'être résumé, les 2 grandes stars résumées à 2 boîtes de magie. Et je suis allé les voir dans la loge en leur disant, les gars, ça fait bizarre de travailler avec ces 2 boîtes de magie. Et c'est voilà la petite histoire. Très et pour boucler la boucle, le magicien Danny Alrex, je partage la scène aujourd'hui avec son petit-fils qui s'appelle Johan Alrex et qui a de très beaux numéros visuels. C'est une famille de circassiens. Et c'est assez étonnant, quoi. 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard. Super, très belle histoire. Voilà l'histoire. Olivier, toi, ta boîte de magie, c'était qui? Alors, la toute première, c'était de Gérard Majax également. Je ne me souviens plus du Alors, nom Majax de la boîte. 2, Webb 2. Mais le titre, je m'en souviens pas. Par contre, il y avait des tours qui m'intéressaient, mais c'est pas ce qui m'a donné finalement la fibre réellement pour creuser dans le monde de la magie. C'est plus un chalet finalement dans un centre commercial. Il y avait des chalets au moment de la période de Noël. Et ça remonte à... c'était juste à la fin des années 90. Et là, le fait de toucher du matériel beaucoup plus qualitatif et pas du papier ou du plastique où on fait des shop cups avec des balles d'une qualité plus que déplorable, finalement, là, ça m'a redonné donné goût à la magie. Et finalement, j'ai acheté un tour de Dynamic Coins et un jeu de cartes Svengali. Et j'ai commencé comme ça. J'ai recommencé comme ça, moi aussi. Et franchement, ces tours semi-automatiques m'ont permis, ou voire tout automatique, d'ouvrir d'autres portes et d'aller chercher ailleurs. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus concret et qualitatif. Moi, j'ai commencé avec un autre magicien. Elle était très bien d'ailleurs, cette boîte. Et je regrette qu'on me l'ait offerte trop tôt. C'était celle de Garcimore. C'était une très très belle boîte avec vraiment des choses, je pense, qu'on ne trouvait pas forcément dans les autres. Il y avait un œuf au foulard. Je pense pas qu'on le trouvait de manière assez régulière. D'autres choses. Alors moi, mon seul regret, et ça c'est peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne les offre pas trop tôt aux enfants? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un trésor parfois peut-être entre les mains, ou pas d'ailleurs, hein, comme nous a dit Fred, on peut avoir des choses. Mais est-ce qu'on les offre pas trop tôt? Et quel serait le bon âge pour offrir une boîte de magie à un enfant? Je pense que le problème des parents, c'est surtout qu'ils savent pas évaluer le contenu. Donc ils achètent sur la foi du message publicitaire sur la boîte, des couleurs, éventuellement de la renommée du magicien qui est en photo, comme je disais tout à l'heure. Bon, à décharge pour les magiciens qu'on met en photo sur les boîtes, c'est pas eux qui choisissent le contenu. C'est clair que c'est la maison d'édition qui décide de tout de A à Z. Et après, on prend le magicien en photo, on le met sur la boîte. C'est comme pour les auteurs, ils choisissent pas leur couverture, etc. Donc
Ouais, Mais il c'est faut quand même eux avoir qui ces- écrivent leurs livres. C'est quand même eux qui écrivent leurs livres. théorie. En théorie. Pas toujours, pas toujours. En théorie. Mais non, mais il faut être honnête et pas renvoyer la faute aux magiciens, que ce soit Éric Antoine, Gilles Arthur ou autre. Il faut être bien clair que c'est pas lui qui choisit. Mais est-ce qu'il y a un âge On pour va le offrir consulter, mais au-delà, tu dis c'est aux parents de savoir évaluer. Bon bah de fait, mais est-ce que globalement vous pouvez dire il y a un âge où on peut en effet offrir une boîte de magie et, peut-être qu'à 7 ans c'est quand même un peu jeune. Vaut mieux aller sur 10, 11 ans avant qu'ils découvrent YouTube quoi. Moi, je sais pas, j'avais 7 ans et ça Ouais, mais m'a emballé. C'est ouais. là que j'ai décidé d'en faire. Bon, là-dessus, il faut dire aussi qu'à l'époque, la valise de Dominique Webb, il y avait vraiment du matériel de qualité. Il y avait quand même Et bien expliqué parce il y que avait c'est un sac souvent à l'œuf. Ouais, Il y avait pas mal de trucs. et bien expliqué parce que tu le disais très justement aussi aujourd'hui, il y a des notices d'une. Mais enfin, je veux dire, C'est même un vrai. magicien qui connaîtrait le Il y a tour, eu- il serait il y a eu capable de aussi, douter Il y a du eu tour. aussi des progrès. La Magic Box que j'ai évoqué tout à Ouais. l'heure, qui est à 55 €, elle se démarque des autres parce que c'est une Magic Box. Elle est carrée au lieu d'être Ouais. cubique, Ouais. au lieu d'être la mallette ou la boîte qui ressemble à une boîte de jeu de société, par exemple. Elle se démarque dans le sens où, en fait, à l'intérieur, tu as surtout le matériel qui a l'air relativement joli, bien pensé et avec sans doute un travail de véritable illustrateur. Donc ça, c'est intéressant. Et toutes les explications, en fait, sont en ligne, ce qui se présente un peu comme une école de magie, si tu veux. Donc la boîte de magie te donne, en fait, accès à cette école sur laquelle tu vas trouver donc en ligne des vidéos d'explications, ce qui est évidemment plus simple pour des enfants que d'avoir à lire des instructions qui ne sont pas toujours claires. Donc ça, c'est l'aspect positif, mais ça ne peut pas suffire de toute façon, parce que la magie en tant qu'autodidacte, ça a ses limites aussi. Ouais. C'est d'ailleurs un des problèmes de notre discipline. À quel âge, toi, une boîte de magie, Olivier, et puis Adrien après Moi, c'était aux alentours, donc la toute première de 10 ans, et j'ai trouvé que c'était un petit peu tôt parce que les modes d'emploi sont pas forcément très clairs et même on va dire les astuces psychologiques qui peuvent se cacher derrière une présentation qui est très importante. S'il n'y a pas un adulte pour nous les expliquer, c'est trop compliqué. Donc effectivement, je pense qu'il y a une fourchette, peut-être pas un âge précis parce que chacun évolue différemment, mais il y a certainement une fourchette, je ne sais pas si c'est 10-12 ans, si c'est 8-10 ans. Ce que je sais en revanche, parce que j'en ai offert moi-même 2 des boîtes de magie à ma filleule, qui en voyant faire la magie était intéressée. Eh bien, je lui en ai offert 2, mais que j'ai acheté dans des boutiques spécialisées de magie. Et c'est pas la même approche, ne serait-ce que de par le contenu, mais aussi de par les explications dans les livres, dans les petits livrets. Et là, on ne survend pas en disant oui, vous avez 200 tours de cartes, etc., avec simplement un jeu de cartes. C'est important ce que tu dis, parce que c'est pareil dans le jeu de société, par exemple. Le jeu de société qui se vend en grande surface et les mallettes de magie, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas un vendeur qui va pouvoir te conseiller sur ces sujets-là. Donc les jeux de société en France se sont énormément développés ces 10-15 dernières années, puisque je suis un peu dans le domaine aussi. Et maintenant, on a des boutiques de jeux. Vraiment, avant, les jeux de société se vendaient en magasin de jouets. Maintenant, tu as des boutiques de jeux avec des vendeurs qui connaissent le sujet. Et ben, le problème, c'est qu'on n'a pas de boutique de magie suffisamment en France, même dans les grandes villes. À Nantes, il n'y en a plus, pour justement aller se faire conseiller pour acheter ce qui serait adapté à ton gamin, quoi. Et puis souvent, je pense que pour commencer, enfin c'est mon regard, est-ce que la boîte de magie est essentielle? Est-ce que acheter juste un bon bouquin simple d'accès, facile d'accès, avec un premier jeu de cartes ou un jeu biseauté, et puis en effet un dynamic coins pour aller vite dans de la production, voilà, va permettre, et puis si l'enfant est demandeur, on va pouvoir aller plus loin. Et peut-être que la boîte de magie, en soi, n'est pas essentielle. Adrien voulait évoquer, puis après Gilles. Oui, je pense que la boîte de magie en tant que telle, c'est pas un élément qui va te permettre de devenir magicien. On n'achète pas en tant que parent une boîte de magie en pensant que son enfant va devenir magicien. On l'achète parce que ça va lui donner confiance en lui, parce qu'il va faire des tours de magie devant la famille, parce qu'il va faire des tours de magie aux parents. Le petit livret, t'en parlais tout à l'heure, où il y a effectivement 300 tours, c'est peut-être aussi aux parents d'être derrière, et puis ça va créer du lien en fait. Je pense que la boîte de magie, elle n'a pas vocation à faire devenir quelqu'un magicien, même si effectivement autour de la table on voit il y a beaucoup de gens qui sont devenus magiciens grâce à ça. Ça peut susciter quelque chose, mais je pense que c'est pas la principale vocation. Et puis après, maintenant il y a des boîtes de magie où il y a des vidéos, etc. Donc bon, ça se diversifie quand même. Peut-être qu'en vidéo c'est peut-être plus simple que sur un livret, je sais pas. On pourra en parler, mais
Moi, je suis un adepte de la vidéo en règle générale. Moi, je préfère voir comment le magicien fait, quitte à me le réapproprier après, plutôt que de lire une description où parfois, peut-être parce que j'ai des problématiques d'abstraction, des choses, mais je suis plutôt un visuel. Gilles, tu voulais réagir aussi? Oui, alors ce qui se fait pas mal, et ce que je trouve pas mal maintenant, c'est les tours de magie individuels qu'on voit. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait Valarido, je parle. je crois que c'est Valarido qui avait créé une société sur ça. Et les tours sont généralement de qualité. Oui, tu trouves du Dynamic Coin, tu trouves du Swengali, tu plutôt trouves que d'acheter une valise où il y a les 2 tiers des tours qui n'ont aucun intérêt, et puis on va en trouver un qui est bien, mais n'ont aucun intérêt. Là, je crois qu'il vaut mieux acheter des tours individuels. Oui, il y a une marque précise, je ne sais pas si on peut la nommer. Oh, si, on peut. OID Magic. Oui, je crois que c'était Vallarino au départ. Ah ouais, je savais pas que je me trompe peut-être. Mais en tout cas, oui, ils font des bons petits tours. Comment et à tu l'unité, dis? c'est OID Magic. OID Oui. OID Magic. On les voit en période de Noël, souvent dans les magasins de jeux. Mickaël, vas-y, prends un micro. Oui, il y a les précurseurs dans ce domaine, c'est Tenio. Tenio a fait. Tenio, on pourrait faire une émission entière sur Tenio. J'en ai demandé à Noël d'ailleurs. Non, mais en plus, c'était un petit peu mal perçu par les magiciens, mais il y a quand même des choses de qualité qui ont été faites par Tenio et ça permet, alors semi-automatique ou automatique par moment, mais ça permet à un magicien en devenir de gagner en confiance, de faire connaissance avec sa personnalité devant un vrai public et d'aller plus loin. C'est vraiment une étape qui peut être importante. Si on a des auditeurs non magiciens, mais peut-être qu'on en a, finalement, on ne sait pas qui est notre public qui nous écoute. Tenyo, c'est un japonais qui, il y a une 50aine d'années maintenant, peut-être un peu plus, a créé des petits tours de magie. Alors, il en sort 3-4 par an, peut-être un peu plus. Alors, il y a comme disait Mickaël, il y a à boire et à manger. Il y a des choses absolument géniales que certains mettent au répertoire. Moi j'ai souvent la prédiction avec la petite voiture parce que je la trouve absolument géniale. Elle est simple. Et puis, il y en a d'autres. Alors, c'est du plastique, quoi. Mais il y a toujours une forme d'ingéniosité dans le concept. Magique, mais Faut mais dire ingénieux, également c'est ça. que maintenant, il a toute une équipe. La la société Tenyo, c'est une grosse boîte maintenant. Oui. Et alors, tu as les tours que tu trouves en Europe et tu as ceux qui ne restent qu'au Japon. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir un traducteur japonais et les acheter là-bas. Oui, certainement. De toute manière, quand tu les achètes en France, généralement, le mode d'emploi est en japonais. Donc, tu as du mal. Heureusement que les magasins de magie, je pense notamment aux petits magiciens, fait des vidéos en français pour les expliquer, parce qu'effectivement, tu n'as que les explications japonais. Alors, il y en a deux qui m'épatent. C'est celui du petit portefeuille où on sort une balle de golf. Voilà, celui-là, il faudra que je l'achète un jour parce que c'est vrai, moi, je sais pas, ça va peut-être beaucoup me décevoir quand j'aurai l'explication. Moi, j'ai eu un préjugé au début relativement défavorable en disant c'est des tours pour mômes et tout. Et puis quand tu les regardes, tu te rends compte et il y a des idées. Et je ne dirai pas le nom, mais un très grand magicien français me disait il n'y a pas tellement longtemps qu'il s'était inspiré d'un tour de Tenyo, des tours de Tenyo qu'il a adapté pour la scène, pour faire son truc. Mais il y a des idées. Dans les dernières, là, en 2024, ils viennent de sortir. Il y en a des très bien. Fred, en parlant dans le micro, s'il vous plaît, parce que sinon après on ne vous entend pas assez. Oui. Voilà, c'est mieux. Que veux-tu me demander? Je sais pas, tu réagissais à ce que disait Gilles, donc je te donnais la parole. Il buvait mes paroles. Il buvait. Oui, c'est ça, je suis transi, je ne sais plus quoi dire après Gilles. Après tant de science. Il est devenu alcoolique des paroles de Gilles. Non, mais il y a aussi, pour Tenyo, maintenant, il a atteint le plafond de verre. C'est que maintenant, quel que soit vraiment l'intérêt de l'effet lui-même, c'est du Tenyo, et donc le collectionneur va l'acheter. Donc dès lors que ça atteint le niveau du collector, du vintage, parce qu'on en est presque là, il y a certains qui se vendent très bien. J'en connais un autour de la table qui s'est fait un peu de pognon en vendant du Tenyo. Ah oui, Olivier. Donc c'est plus juste du jouet dès lors que ça devient intéressant. Je fais partie des collectionneurs, investisseurs. Oui, j'en ai vendu 2, notamment un qui était sur la... Alors il vaut mieux parler dans le sur micro la qu'à côté. Minimale des Indes. Et puis il y en avait un autre, c'était la statue de l'île de Pâques. Ah oui.
Et d'ailleurs, c'est Alexis de la Fuente, pour ne pas le cacher. Celui qui donne ses Qui a avis été un sur très tout. bon qui a été un très bon acquéreur et j'étais bon vendeur aussi. Alexis, si jamais tu nous écoutes, voilà, on a parlé de tes acquisitions magiques. Va falloir mettre des systèmes de sécurité maintenant parce qu'on a cru comprendre que c'était hors de prix. La boîte de magie, alors, finalement, en conclusion, on en dit quoi ? On garde ces boîtes de magie ou il faut... Qu'est-ce qu'on en fait finalement Oui, de ces malgré boîtes tout, et à puis qui en on les recommandant offre ? peut-être d'accompagner l'enfant dans sa découverte et en lui faisant comprendre que même si c'est du plastoc, ça ne veut pas dire que ça résume la magie à ça, que c'est juste une première étape et qu'il pourra après aller vers autre chose. Donc l'accompagner déjà. Voilà. On va peut-être lancer un petit message à notre ami Alexis de la Fuente. Dans ses avis, il pourrait faire un petit tuto sur comparer des boîtes de magie pour justement apporter à des parents non magiciens le choix idéal pour leurs enfants. Alors justement sur YouTube, il y a ce que j'ai regardé. Ah oui, t'as creusé profond. 2 vidéos, hein. Ouais. C'est pas non plus, c'est ça pas... mobilise pas beaucoup. Hein. Mais il y a quand même une vidéo qui est sortie, je crois, assez récemment, il y a 2 mois, quelque chose comme ça, qui a fait quand même 3600 vues. Donc c'est 2 magicos français qui... alors il y en a un qui a acheté la boîte la moins chère sur Amazon. Le concept, c'est rigolo. Donc ils se foutent de la gueule de cette boîte de magie, de ce qu'il y a dedans. C'est rigolo quand même, mais elle a été quand même vue 3600 fois. Donc je me dis que peut-être d'autres vidéos qui s'intéresseraient à des boîtes un petit peu plus intéressantes auraient une audience. C'est peut-être un projet crazy. Gilles ? Non, alors pour répondre à ta question, moi je crois que le J'espère problème, c'est il faut que ce soit une demande de l'enfant. Si c'est les parents qui achètent la valise de magie à Noël pour parce faire qu'il y a ça aussi, qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Une boîte de magie parce qu'il a bien aimé le film. Ça n'a aucun intérêt, mais si le môme a envie de faire de la magie, il faut absolument lui acheter une valise de magie, puis il fera son tri. Là, je suis pas d'accord. Je pense que le cadeau, ça peut être aussi une proposition. Ça peut être une proposition, ça peut être une offre, c'est tiens, j'ai pensé à t'offrir ça. Pour moi, la liste de Noël où je coche ce que je veux, ça a ses limites aussi. Pour moi, le cadeau, il a 2 aspects. C'est tu offres ce que l'autre attend, tu sais que ça lui fera plaisir, et tu lui offres quelque chose de toi que tu as envie de partager. Pour moi, c'est ces 2 approches du cadeau. Ça peut être une vocation comme ça aussi. Hein. Ouais, après, si tu es magicien, le fait d'offrir une boîte de magie à ton enfant, ça a ses limites parce qu'il va être frustré, parce qu'il va voir ce que son père est beaucoup plus meilleur que lui. Hein. Si tu veux pas que ton gamin te dépasse un jour, c'est ce qu'il faut faire. Michael, tu disais, vas-y, rapproche-toi du micro. Ouais, non, pour le pauvre gamin qui se respire de la magie toute la semaine parce que son père ne fait que ça. En plus, on lui offre une boîte de magie. Il y a des enfants que ça va, qui vont vraiment et avoir toi, des Michael, tu vas réponses. faire des boîtes de magie à tes enfants ou ils venaient piquer dans ton matos? Non, en fait, mes enfants, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ils ont vite compris que pour faire connaissance avec leur père, il fallait rentrer dans son univers. Donc, c'est pour ça que j'ai ma fille qui travaille avec moi depuis 10 ans. Et qui m'a dit quand même à l'âge de 14 ans, quand sa maman est partie, qui m'a dit écoute, je vais peut-être pouvoir faire connaissance avec mon papa. Donc après, j'ai un peu rattrapé le temps perdu avec elle. Mais j'ai pas offert de boîte de magie à mes enfants. Mais je me suis rendu compte d'un truc quand même qui est assez intéressant. Ils écoutent plus mes potes que leur père. Quand je donne un conseil, par exemple, à mon fils qui manipule pas mal, qui est un pas mauvais manipulateur, quand je lui donne un conseil, il m'écoute pas. Par contre, quand j'ai eu Arnaud Dallène, qui est au musée de la magie maintenant là, à la maison, et il l'a plus écouté que moi, et je me dis, bon, de toute façon, tout ce que dit son père, c'est forcément pas bien. Faut tuer le père. Ça passera, après, c'est le contraire. Ouais. Alors, après, ils font tous les deux de la magie. Hein. Alors, ma fille a plus de talent que ça. Elle vient de se fâcher avec ses enfants là. Non, mais j'en ai un qui est pas mal, mais ma fille a quand même beaucoup plus de talent. Alors elle a plus de talent dans la mesure où elle est ouverte à plus d'art que moi, en fait. Et, par exemple, elle fait des chorégraphies sur de la street dance où elle m'a quand même scotché. Je vais être honnête, ça m'a quand même bien scotché. Alors moi, je lui ai dit, je veux voir, évidemment, je veux voir, fait et je verrai. Et quand j'ai vu le résultat, je me dis, waouh, c'est quand même, voilà. Allez, on va passer à nos coups de cœur et à nos coups de gueule si vous les avez préparés. Et puis notre dernière séquence, la question que je vous avais posée, c'est quel est le cadeau que vous feriez à un copain magicien ? Ça peut être un bouquin, ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de leur offrir à mettre sous son sapin ? Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Pour commencer, Fred, toi, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Tu as le choix entre les deux ou les deux ? Ouais, coup de cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un groupe sur Facebook pour les
les collectionneurs de jeux de cartes. Ouais. J'aime bien les beaux jeux de cartes parce que c'est aussi de beaux jeux de cartes qui me donnent des idées pour faire mes étuis, qui m'inspirent. Et là, il y en a deux en particulier récemment. Un sur Shakespeare, qui était en Kickstarter crowdfunding, là, qui est maintenant devenu assez rare. Bon, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je le trouve très, très beau au niveau des graphismes, très original. Donc ça m'a bien plu. Et puis un autre qui va peut-être en surprendre quelques-uns, Clakentos. On avait parlé du sujet Clakentos. Celui de. Et quand j'ai vu David. quand j'ai vu le jeu, il m'a paru vraiment très très beau. Je Ouais. me suis dit c'est super, moi il m'en faut. Donc j'en ai pris deux. Et en fait j'avais fait un étui il y a quelques temps déjà qui me paraissait mais vraiment adapté au jeu. Donc je l'ai glissé dedans. J'ai pris des photos, j'ai mis sur ma page et en 1 heure l'étui était vendu. Et à un magicien qui était dans l'environnement de Monsieur Entos et qui a participé au projet du jeu de cartes. Donc j'étais Monsieur Entos, bien sûr, par respect. Et donc j'étais particulièrement content que l'étui lui revienne. Donc il doit être peut-être arrivé chez lui aujourd'hui. Chez notre ami ouais, donc Clec. petit coup de cœur. Petit C'est coup en de cœur. série limitée, donc je vous le conseille, il est vraiment très chouette. On le trouve où? Eh ben, je cherche et tu trouveras, comme a dit quelqu'un. C'est ça. Il veut pas livrer ses sources. Hein. Ah là 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 là, un vrai magicien. Un coup de cœur, un coup de gueule, Gilles, qu'est-ce que t'as toi? Ah bah alors moi des coups de cœur, vous savez que j'adore Les bouquins. Les bouquins. Alors là. Donc là je vous ai amené 2 livres. Rapproche-toi un peu du micro. 2 livres faut qui pas viennent de hésiter. sortir. C'est Mademoiselle Benita Anguinet, qui était une des premières magiciennes qui avait eu son théâtre en France. Un superbe travail de Pierre Taillefer et de Thibaut Terdon, qui sont des historiens de la magie. C'est un superbe bouquin. Et un qui me plaît alors énormément, c'est les mémoires de Georges Méliès, mais c'est véritables mémoires, parce qu'il y en a qui sont sortis, qui ont été édulcorés. Ça a été édité maintenant depuis 2 ans. Il y a la Cinémathèque Méliès qui organise une journée Méliès. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un spectacle ce jour-là, mais ils ont édité ces véritables mémoires. Alors, comme il écrivait comme un cochon, Méliès, il y a la reproduction quand même de ces mémoires écrites à la main, quelques mais petites qui sont facsimilés. très durs à lire. Et donc, il y a la transcription dactylographiée de toutes ces mémoires. Et c'est vraiment passionnant. Ils auraient dû les donner à un éditeur pour les éditer, parce que l'ouvrage en lui-même doit être passionnant à lire, mais alors il n'est pas très sexy quand on l'a entre les mains. Ça a été édité à 50 exemplaires pour cette fameuse journée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le numéro 37. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Si vous voulez, vous pouvez le commander. Et s'il y a des demandes, peut-être qu'ils vont rééditer sans aucun problème. Notre ami de CC, garder dans sa je pense que notre ami de bibliothèque. CC Édition, Franz, serait ravi de travailler un produit comme ça, parce que c'est... tu peux l'agrémenter aussi de photos d'époque. La Cinémathèque Méliès est dirigée par l'arrière-petite-fille de Georges Méliès. Et il y a vraiment des pièces exceptionnelles. Michael, un coup de cœur, un coup de gueule. Tu l'as peut-être pas préparé, mais il y a peut-être quelque chose qui te revient en tête comme ça. Un coup de cœur, que la magie soit toujours plus belle. Non, mais c'est pas une blague. Je voudrais un monde en paix. Non, mais c'est quand on voue toute sa vie à son art, à un moment donné, on a envie que son art soit encore plus transcendé, plus présent, plus beau, soit encore plus beau, plus grand, plus fort, et que ça soit vraiment considéré comme un art. Ouais. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que, alors ça se transforme un peu en coup de gueule du coup. J'ai vraiment l'impression que, par exemple, à la culture, on nous prend vraiment pour un art vraiment mineur de chez mineur, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Et je trouve que la culture devrait regarder avec plus d'amour notre art. Et peut-être un peu plus d'effort aussi, enfin pas d'effort, on va dire un peu plus de niaque de notre fédération, peut-être des magiciens à aller faire le siège des ministères pour dire on est un art. Alors, c'est vrai que je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, attention. Parce que je suis assez d'accord, c'est leur travail. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas au quotidien, mais en effet, il y a un axe d'effort. Et je pense que le BIAM, là, le fameux brevet, et pour moi, c'est le premier pas qui a été fait, de dire on reconnaît une compétence magique pour pouvoir aller enseigner à nos jeunes têtes blondes, voilà, pour mettre en sécurité tout le monde, quoi. C'est pas faux, et c'est vrai que ça bouge trop doucement à mon sens. Mais voilà, je redonne la parole à Gilles qui veut réagir. On en est au 3e débat dans le débat. Parce que là, débat. Oui, je crois que la FFAP qui change de nom justement un petit peu pour ça, d'après ce que j'ai compris. Elle change de nom, la FFAP. D'après ce que j'ai compris. Déjà changé de nom à une époque.
Ouais, Hein c'est la troisième fois. Là. Donc il y a eu la Oui, FAP. elle change de nom, là FFAP. maintenant, ça va être la FFAM, justement, France Magie. des arts magiques. Et Mm. je sais qu'ils sont en train de faire le siège des ministères pour essayer que ce soit reconnu officiellement comme un art. Mm. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est des paroles en l'air? J'en sais rien, parce que je ne fais pas partie Non. de leur truc. Mais apparemment, ils ont vraiment On peut- l'intention en ce moment de On vouloir que ça peut soit reprocher transformé en beaucoup de art. choses à la FFAP, Oh, future non, FFAM, non, mais vraiment on pas. peut reprocher des choses. On peut Non, reprocher des choses à tout le monde. Mais on peut pas leur reprocher de ne pas faire des choses. Et quand ils disent qu'ils font quelque chose, c'est qu'ils essayent de le faire. Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils y Voilà, ça, arriveront c'est un pas? autre problème. Mais on peut pas leur enlever ça. Ce sera la FFAM alors. Le constat de... Alors Gilles, qu'est-ce que Juste nous le croit, constat que les choses bougent trop doucement, c'est parce qu'on est dans un vieux pays. On est quand même dans un vieux pays où les choses sont quand même très marquées à la base, et de les faire bouger, c'est plus compliqué que dans un pays émergent. On est bien d'accord. Voilà. On est encore trop silo. Olivier, un petit, un petit alors coup de cœur, un en petit coup de tant gueule. que coup de cœur, je parlerai du livre. Je sais pas, les ateliers du mentalisme, c'est ça les cahiers du Très, très mentalisme. bonne Je revue. trouve que c'est une belle Dans laquelle revue. officie Monsieur Fred Darwin. Oui, mais c'est vrai que j'ai quasiment terminé le premier opus et Ouais. je suis pressé d'avoir le second qui doit sortir. C'est un trimestriel qui doit sortir en janvier prochain. Est-ce à dire que c'est peut-être ce que tu pourrais offrir à un copain magicien, un abonnement au cahier du Alors, mentalisme? non, j'offrirais plutôt un tour en soie que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a quelques petits mois d'Angelo Carbone et qui s'intitule Demi-Deck. On en reparlera tout à l'heure. Adrien, toi, ton coup de cœur ou ton coup de gueule, comme tu veux. Je n'ai pas de coup de gueule particulier. Eh J'ai ben. un coup de cœur pour un livre de Julio Montoro Mm. qui a. Julio. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, ça fait bien quoi, tu vois. C'était bien, c'était très beau. Qui s'appelle The Workbook, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Et moins bon, là, ouais, là, tu vois, je suis meilleur en espagnol. Hein. Pourtant, je comprends mieux Le l'anglais. workbook de Julio Montero. C'est ça. En fait, alors à la base, c'est censé être un livre qui va t'apprendre à booster ta créativité, etc. Machin. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un livre. Alors après, il le met, j'ai vérifié, il le met, effectivement, c'est pas un bouquin. C'est des pages avec des mots. Et en fait, alors il faut connaître un petit peu la magie pour pouvoir le bosser. Ouais. Parce que il parle du faux pouce, de choses comme ça. Et par contre, ça peut te donner des idées de création en fait, d'autres tours. Mm. Et il y a des idées vachement sympas avec des mouchoirs, des conneries comme ça. Mm. Et notamment des objets du quotidien. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que ça Pour permet Mickaël, de se creuser un peu les méninges et puis de pas d'avoir un livre tout fait qui va te dire quoi faire. Vraiment, ça va te booster. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais moi, je trouve au contraire qu'il y a énormément de contenu et que si on bosse chaque page. En gros, il y ce a que du tu veux boulot. dire, c'est qu'il y a énormément de choses, mais c'est pas du clé en main à reproduire. Il faut un peu faire travailler ses ménages. C'est ça, après, c'est le but du bouquin en fait. Ouais. Il est vendu comme ça. Donc, Gilles. Et il est en quelle langue? Ah, pardon. Je te remets le micro. Il est en quelle il est en langue français, il est en français. En français, Il d'accord. est en français. Il est en Donc, français, tu vas c'est pouvoir le lire, The Gilles. Three Monkey qui font ça là. Il est à 40 €. Three Monkey, une belle maison d'édition qui commence à pointer le bout de son nez dans le milieu. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un petit spectacle que je vous invite à aller voir. C'est au Rendez-vous d'ailleurs à Paris. C'est une toute petite salle, il va y avoir 25-50 places. C'est un duo, un magicien et un pianiste, Jérémy Sulzer et Laurent Vidal, qui font une petite heure de magie, piano et tour, avec une interaction avec la salle qui est très très sympathique. Ça coûte pas excessivement cher. C'est tous les jeudis soirs au Rendez-vous d'ailleurs à Paris. Alors je vous invite moi à y aller. Je leur fais de la pub parce que c'est juste bien quoi. Voilà. Faut les faire venir à Nantes. Ouais, on pourrait peut-être les faire venir à Nantes. On va voir combien. Jérémy, si tu nous écoutes, tu peux m'envoyer le devis. Mais voilà. Donc ça c'est Non, mais sérieusement, on peut ouais, dire. c'est mon coup de cœur. Délocaliser un peu certains spectacles, parce Ouais. qu'elle est à Paris. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Mhm. Pourquoi l'avoir fait à Paris? Pourquoi l'avoir fait à Paris? Parce que je Ok. crois qu'ils habitent Paris en fait. Ah, c'est vrai que ça aide, mais enfin, Ça il aide y a un petit peu. beaucoup d'artistes quand même qui vont au-delà de leur ville de résidence. On pourra leur poser la question. En tout cas, moi, je leur poserai et on ira peut-être. Ce sera peut-être notre deuxième événement avec les Crazy Druides après du rating. On pourra peut-être avoir un petit show spectacle, démonstration, conférence, blabla. Alors, justement, dernière question et ce sera la fin de ce podcast des Crazy Druides de Noël. Qu'est-ce que vous offririez à un magicien
et à mettre sous son sapin. Alors, vas-y. Alors, je vois qu'il y a des coups de coude entre Gilles et Michael. Écoute, vas-y. Ça tombe bien parce que moi j'ai fait un cadeau à Michael il y a 3 jours. Ouais. Un cadenas parce que pour qu'il la ferme. Il en cherchait un qu'il trouvait pas, enfin de la taille voulue. Et un coup de chance, je l'avais, donc je me suis fait un plaisir de lui offrir. Et comme c'est un bon copain, lui il m'a offert sa dernière création dont il a parlé. Les fameuses menottes. Avec une chaîne. C'est pas des menottes, mais la chaîne où tu t'enclapes avec le tube qui est superbe. Tu nous feras une démo, Gilles, j'espère. Non, c'est lui qui va vous la faire. La ça démo, serait c'est mieux quand même encore. le créateur, ça sera encore mieux. Et vous verrez que quand il va le commercialiser, vous avez intérêt à l'acheter, il est quand même superbe. Il sort quand, Michael, alors parce que pas pour Noël, hein, là, c'est... Alors ça, c'est ta grande déception. La deuxième partie de mon activité que je vais développer là dans les années qui viennent. J'ai décidé de mettre en vente la plupart des choses que j'ai créées au fil des 30 dernières années. Et ça commence par ce numéro-là. Et quand tu dis en vente, ça veut dire que tu as trouvé des fabricants? Non, je fabrique. Tu fabriques. Je fabrique. Donc, je suis la usine. fabrication de A à Z. Le matériel sera garanti à vie. Il s'adressera plutôt à des pros plutôt qu'au grand public. Ouais. Voilà. Non, mais bien sûr. C'est plus. Je veux garder le côté secret du magicien. Ouais, donc voilà. Je ne pense pas en faire des millions, mais je veux que ça soit bien conçu. J'avais posé la question à Card Shark un jour. J'avais dit putain, enfin je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui avais dit ton jeu il est cher. C'était le comment s'appelle l'Out of Sight de Joshua Jay. Il est aux alentours de 79-80 €. Je trouve très cher pour un jeu de cartes comme ça. Et j'ai posé la question à Christian. Et je dis mais pourquoi tu le vends si cher? Il me dit justement ce que tu viens de dire parce que je veux pas qu'il sorte dans le grand public. Et le grand public de base, il achètera pas un tour de cartes à 80 €. Ouais. Si tu l'achètes à 80 €, c'est que tu es passionné de magie. Soit tu le fais en amateur dans ta famille avec, mais tu sais l'utiliser, tu vas bien l'utiliser. Soit tu l'utilises en prestation. Et donc dans ce cas-là, il sera conservé. Donc c'est un argument à développer. Oui, mais là on n'aurait pas le temps, mais j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Un peu nuancé. C'est exactement ma philosophie de travail que je veux développer. Mais je veux le développer pour les vrais passionnés, en fait, pas pour le tout venant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Par contre, la série limitée et qualitative, moi je suis à fond pour. Ah oui, non mais voilà. Mais de toute façon, il n'y aura pas plus de 20 ou 30 exemplaires de chaque chose que je vais. Oui, puis après, il faut pas que ça devienne une usine chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es ta chaîne de fabrication et que tu passes ton temps à souder, à machin, etc. C'est pas mon délire non plus. C'est pas ton délire. Mais par contre, je veux superviser. C'est-à-dire que j'ai des gens qui font ça très bien, mieux que moi d'ailleurs. Mais par contre, les tailles, les détails qui sont propres aux magiciens, je commence à les connaître et à savoir ce qu'il faut exactement. Donc voilà, c'est... Olivier, alors toi, tu as commencé à nous parler un petit peu de ce que tu mettrais sous le sapin d'un magicien. Oui, au-delà du coup de cœur pour le livre des cahiers du mentalisme, s'il y en a un que je devais offrir, un objet, ce serait bien le demi-deck. Parce que le demi-deck d'Angelo Carbone, je trouve que c'est une belle grande illusion qui est rapportée, qui est ramenée finalement à un outil de close-up principalement. Et certes, il a quelques soucis d'angle, mais c'est un tour pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur. Et je pense que ça plairait à beaucoup de magicos de l'avoir en cadeau. Alors, moi, je mettrais sous un sapin un bouquin que j'ai acheté. Je me suis lancé, pas un petit défi, mais je me suis dit, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous arrivez chez des gens, ils vous disent « Ah tiens, j'ai un jeu, tu peux me faire un tour ». Bon, en général, le jeu, il a 50 ans, il colle de partout. Il n'y a pas forcément toutes les cartes. En général, c'est du format belote avec 32 cartes. Et il te dit « Fais-moi un tour ». Et je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Alors, j'ai commencé à chercher déjà mon répertoire de ce que j'avais fait. Et j'ai trouvé un livre de Colombini qui est une recension de 90 tours de magie qu'on peut faire avec n'importe quel jeu de cartes qu'on vous donne, qu'il soit collant, pas collant, très peu de classement. C'est des tours vraiment remarquables. Donc 90 tours, on le trouve sur Internet et dans les magasins sans aucune difficulté, avec de belles photos. Voilà, donc le Colombini, 90 tours de magie automatique et qui ne nécessite pas forcément d'avoir des jeux spécifiques pour pouvoir faire de la magie. C'est vachement bien et je vous invite à l'acheter. Voilà.
Merci à tous les quatre. Je vois Fred avec des regards, un regard en disant ah mais je l'ai pas vu passer celui-là, c'est ça, non? Non, mais tu vas pas demander ce que je voulais offrir. Ah pardon, Je sais excuse-moi. pas trop comment le prendre. Mais d'ailleurs. excuse-moi, c'est parce que j'ai Ah, commencé mais je t'en avec. prie. J'ai vu tes jeux de cartes et je suis resté sur les jeux de cartes. Oui, qu'est-ce que toi tu mettrais sous le sapin Bah, moi, j'ai Fred rien à offrir, j'ai beaucoup trop de choses à vendre. Bah, tu vois, alors ça servait à rien. Ouais, par contre, il y a un petit slogan qui m'a été inspiré par l'interview que tu as enregistrée juste avant Ouais. notre émission. Tu as une petite. Ouais, je faisais un petit durant travail laquelle d'interview j'ai- juste avant. Voilà, ouais. c'est ça. Et durant laquelle j'ai entendu une invitation à réfléchir avant d'acheter pour modérer un peu la consommation. Et ça Exactement. m'a inspiré un slogan. Bon, tu me connais, j'aime bien prendre les choses à contre-pied. Donc, moi, mon slogan là pour Noël, c'est à Noël, acheter avant de réfléchir. Acheter Faites-vous plaisir. avant de réfléchir. Faites-vous plaisir. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Acheter avant de réfléchir. Rendez-vous au mois de janvier. Pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, on vous invite à venir à Nantes. C'est pas très loin de Paris, je vous rassure. Il y a que 2 heures de train. Si vous prenez un petit Ouigo, ça vous coûte 25 €, 50 € aller-retour. Venez nombreux. Ouais. Vous trouverez sur la page des Crazy Druides de quoi vous connecter à notre site de réservation pour Durati. C'est une après-midi complète, hein, c'est pas juste une conf, c'est vraiment un talk, une conf, et vous pourrez Il participer y si aura vous le France de souhaitez. CC Magie. Fra- ça va être un bel France de événement. CC Magie, et vous pourrez participer à l'enregistrement du podcast du mois de janvier aussi, dans le public, et si on est gentil, on fera se balader un micro pour que vous puissiez participer. Merci Fred, merci Gilles, merci Mickaël, merci Olivier, merci Adrien, merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. On vous souhaite un très très bon Noël, une très belle fête de Noël, un très bon passage à l'année 2024. Et puis si vous écoutez ce podcast après les fêtes, eh ben, on vous souhaite une très belle année 2024. À très bientôt, au revoir. Canavo les magiciens. Belle Au revoir fête. tout le monde.